Nous arrivons au terme de ce parcours de formation dédié à l'approche par compétences en lycée professionnel, un parcours relativement riche, dont on espère qu'il vous aura apporté des éléments de réponse pour que cette notion soit beaucoup moins abstraite. Et donc pour terminer, nous allons garder la même logique que nous sommes fixés depuis le début, c'est-à-dire alterner apport théorique et apport de terrain. Et donc pour cela, je vais vous laisser d'abord avec François Dubé, qui est sociologue et professeur des universités de Bordeaux, lequel nous parle un petit peu, nous revient sur la notion de contexte avec une approche un petit peu qui risque de vous surprendre. C'est qu'au fond, je trouve que les élèves n'apprennent pas assez à faire quelque chose. Voilà. Moi, je suis frappé du fait que les élèves me disent, au fond, à l'école, on fait rien. On fait rien. Enfin, on fait rien. C'est-à-dire, on apprend des leçons, on récite des leçons, on fait des exercices, mais on ne fait rien. Et il y a énormément de choses très, très intéressantes sur les activités des adolescents. Les adolescents, dès qu'ils sont chez eux, ils font des trucs, ils fabriquent des trucs. J'ai vu un truc sur les Fab Labs. Bon, je vais prendre un exemple très simple qui est caricatural. Je demande de bien comprendre avec Paul, c'est caricatural. Au collège, 1 heure de musique par semaine, pendant 4 ans, au bout de laquelle aucun gamin ne sait jouer de la flûte à bec, au bout de laquelle aucun gamin ne sait lire la clé de sol, qui est pourtant pas compliquée, il n'y a que 12 notes sur 5 lignes. Hein, ils ne savent rien faire. Si vous aviez ce que j'ai vu moi dans des écoles, une salle avec des instruments, avec des guitares, avec des pianos, avec des trucs, si vous aviez l'obligation de chanter ensemble, etc. Chanter ensemble, c'est pas compliqué, à 3 voix, on apprend très vite, etc. Les gamins apprendraient à faire quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, on est dans une situation où tous les gamins se passionnent pour la musique, tous les gamins bricolent leurs trucs, et ils vous disent, ça, je vais faire d'autres. On ne fait rien. C'est ça qui est très, très troublant. Alors, évidemment, en France, quand vous dites, en 1989, l'élève est au centre du système, ça crée un tollé. Parce qu'en réalité, des gens pensent que ce qui est au centre du système, ce sont les savoirs, et pas les élèves. Bon, moi, je pense qu'il faut que ce soit les élèves. Alors, il faut apprendre les règles de transitivité, il faut apprendre à faire des règles de 3, il faut apprendre à résoudre des fractions, il faut apprendre des choses extrêmement désagréables, mais il faudrait que l'on fasse quelque chose à l'école. Quelques petites précisions sur le propos de François Dubé qui risque ou qui vous a peut-être un petit peu surpris, voire peut-être agacé. Tout d'abord, son propos est à replacer dans le contexte de sa conférence. Vous avez le lien au terme de cette capsule. Et puis quand il dit que les élèves ne font rien, c'est pas ce qu'il pense, c'est pas son ressenti, c'est pas ce qu'il estime. C'est le fruit d'un travail de recherche universitaire, des données scientifiques à la fois internationales et nationales, un travail d'enquête qui l'a amené à cette conclusion. Et cette conclusion, quelle est-elle? Eh bien, elle met en évidence des oppositions de styles d'apprentissage. Un qui se voudrait académique, qui a lieu dans la classe, et un autre qui se voudrait plus ambitieux. Et raison pour laquelle il prend l'enseignement de la musique au collège pour nous permettre de toucher plus simplement ces deux oppositions. Donc quand les élèves ne font rien, c'est-à-dire que pour lui, les élèves font des choses, mais uniquement dans la salle de classe, c'est-à-dire les exercices que l'on donne, alors qu'il ne serait pas inintéressant de viser aussi quelque chose de plus ambitieux, où les élèves produisent, fabriquent, font quelque chose. On se rapprocherait presque d'une logique entrepreneuriale. Encore ce terme peut vous surprendre, mais il est bien dans cette opposition des styles. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir l'un et partir sur l'autre absolument. Non, il faut être véritablement dans une complémentarité. Et c'est dans ce sens que nous éclaire le propos de François Dubé, dans le sens où il y aurait un intérêt aussi à placer les élèves dans des situations contextualisées. Donc ce qu'il faut retenir de son propos, c'est ça, c'est l'intérêt de placer nos élèves dans des situations qui sont en contexte, qui leur permettent de développer beaucoup plus de choses que peut-être on peut le faire dans une salle de classe. Donc ça, c'était le propos, je dirais, le langage universitaire.
Et puis on va terminer avec un autre, celui qui est plus proche de votre quotidien, celui d'un collègue. Nous avons commencé cette formation avec lui. Je veux parler de Julien Noni. Nous allons la terminer ensemble. Il nous livre aussi donc un petit peu un message qui est empreint de sagesse sur ce que peut être l'approche par compétence, telle qu'il aperçoit, telle qu'il la pratique aussi. Et donc c'est ainsi que se termine cette formation en ligne sur l'approche par compétence, en espérant qu'elle aura levé soit des doutes ou des incompréhensions, en tout cas qu'elle vous aura été utile, et peut-être à très bientôt sur une autre formation. D'ici là, bon courage donc, et à très bientôt. La compétence, c'est un concept, c'est un paradigme, si tu veux. Si je te suis bien, parce que beaucoup de détracteurs de la compétence estiment qu'elle est là juste pour en faire valoir et qu'elle relaye, voire mettre sous la table le savoir. Toi, visiblement, ton approche est totalement différente. Elle fait justement une place importante au savoir et à la connaissance. Bien sûr, il ne faut pas tourner le dos au savoir. C'est justement partir du savoir, aller chercher l'individu et tenter de les mettre en relation. Et la compétence, elle est là pour ça, à mon sens. La compétence, elle est là pour assurer une légitimité d'apprendre. S'il n'y a pas de légitimité d'apprendre, l'élève, l'apprenant... Et cette légitimité va se faire sur la chose qu'on donne à faire, c'est-à-dire l'activité, voilà. La liste des tâches qui figurent sur un référentiel d'activité professionnelle, ou ça peut être autre chose? Elle permet d'aller, une fois de plus, de se reposer, si tu veux, sur l'individu, son habitus social, ses aspirations, et de l'amener vers le savoir. Donc elle ne tourne pas du tout le dos au savoir. Il y a Perronou qui a fait cette citation en 2000, là, dans un de ses ouvrages. Il dit, loin de tourner le dos au savoir, l'approche par compétence leur donne une force nouvelle en les liant à des pratiques sociales, à des situations complexes, à des problèmes, à des projets. Ce faisant, elle peut, sans s'attaquer à toutes les causes de l'échec scolaire, prétendre au moins traiter de façon décidée de la question du rapport au savoir et du sens du travail scolaire. Mais cela ne va pas sans interroger le rapport au savoir des enseignants eux-mêmes et le sens de leur propre travail. Donc tu vois, la compétence, elle nous concerne, nous, formateurs, comme elle conserve les élèves. Moi, c'est ce que je trouve assez pertinent dans ce système-là. C'est que la compétence, on y est dedans. Alors après, on peut avoir peur du mot, on peut se poser la question de son origine, effectivement, comme on l'a évoqué. On peut être perdu parce que, effectivement, un référentiel nous aligne 180 compétences. C'est pas tellement ce qui m'intéresse, moi, effectivement, dans la compétence, en toute honnêteté. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'articuler des projets, des activités, d'accord, des activités professionnelles, et d'aller chercher l'élève à travers cette activité-là. Comment je vais toucher l'élève à travers mon activité? Comment, du coup, je vais penser mon activité pour aller toucher l'élève? Autrement dit, tu vas raccrocher ce qu'il est en train de faire vers une ou des compétences qui sont mobilisées et pas forcément celles que tu avais imaginées. C'est de mon expérience, voilà, c'est très souvent le cas. Mais c'est bien, il faut se tromper, il faut rester humble, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut se tromper, il faut essayer, il faut travailler en équipe. On est toujours plus pertinent à plusieurs. Moi, j'ai des séances entières qui m'ont amené à d'autres choses parce que je me suis aperçu, voilà, ou parce que j'avais visé trop haut, ou parce que le fameux proche connu des élèves était tellement loin de ce que je leur montrais que ça n'a pas fonctionné. Mais les élèves, en fait, ils te ramènent à ce qu'ils connaissent. Alors, attention, il ne faut pas se faire piéger par les élèves, hein, c'est pas eux qui gèrent. Mais ils te ramènent peut-être à ce que eux sont capables aujourd'hui, dans ton atelier, de comprendre et d'assimiler. Et ça, c'est hyper important. Il faudra aussi comprendre, j'espère que les réformes nous y mèneront, que la compétence s'installe dans le temps, qu'il nous faut du temps d'enseignement professionnel. C'est très important de poser les choses. Sinon, on va retomber effectivement sur l'impératif scolaire, l'impératif de réussite scolaire et d'un rapport au savoir descendant. Maintenant, je t'évalue, tu dois savoir ça. Non, je pense qu'en lycée professionnel, ça ne peut plus fonctionner comme ça, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Une compétence, ce n'est pas une substance, mais c'est quelque chose qui se cultive de manière perpétuelle. Ça se cultive, ça s'infuse, je dirais ça.
Voilà, ça se dilue et ça se dilue dans la relation formateur-apprenant. C'est très important que nous-mêmes, on la critique cette compétence. On la critique au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on la discute, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on se dise que le référentiel a trop de compétences, qu'on ne pourra pas les amener. Moi, je culpabilise, je regarde, mais j'ai dit, mais ça, on l'a pas vu, mais ça, on ne pourra pas le voir. Mais je sais que mes élèves ne pourront pas le voir. Il faut accepter ça, il faut, par contre, renforcer là où ils sont pertinents et avoir aussi, quand même, en arrière-plan, l'insertion professionnelle. On est là quand même pour ça aussi. Donc, si tu veux la compétence, il faut la relier à ton métier. Donc, tu évoquais Mérieux et la culture du métier. Le sens, il est là, et la compétence, elle permet évidemment ça. Je veux dire que une séance où on va parler effectivement du métier, où on peut aussi travailler sur l'histoire du métier, c'est aussi de la compétence. Enfin, ça en fait pleinement partie. Voilà. Après, c'est un guidage en fait. C'est un guidage. La compétence. C'est pas un catalogue, quoi. Non. Il faut. Enfin, moi, je la conçois pas comme ça, et je pense qu'il faut avoir une relation apaisée, détendue avec la compétence. Voilà. C'est pas un fourre-tout non plus. Ça veut pas dire qu'on peut tout y mettre non plus. Ça veut dire qu'on prend l'expérience de l'élève au centre de nos préoccupations, d'accord, et on réfléchit avec notre savoir comment on tourne autour et comment on finit, voilà, par lui passer un maximum de choses. On est là pour ça. Un dernier mot sur ce qu'on vient d'évoquer. Je te laisse libre de conclure. Je pense qu'il faut se faire confiance. Je pense que la compétence ne doit pas être une contrainte. C'est un champ d'expérimentation. C'est un champ d'expérimentation des possibles. Je l'ai dit, il faut se tromper. Voilà. Il n'y a que comme ça que il faut se tromper, il faut être à l'écoute, il faut être à son écoute. Voilà. Il faut anticiper. Il faut anticiper l'échec aussi. J'ai un élève qui a pleuré, un bon élève qui a pleuré parce qu'il n'arrivait plus à faire l'exécution d'une pièce. Ça m'a complètement déstabilisé. Je ne pensais pas. Donc, il faut véritablement être très attentif à ce qui se passe dans une classe et à ce matériel humain que sont les élèves. La compétence, elle permet de négocier tout ça, à mon sens. Et l'expérience subjective de l'élève et le savoir institutionnalisé. Elle fait le lien à travers l'activité, à travers le projet, à travers ce que moi j'appelle le guidage pédagogique, si tu veux. Elle fait le lien. On va se faire confiance et ça va le faire.